Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour un nouveau tour et un dernier tour de piste au cœur d'un pays heureux, mais une nouvelle fois un petit peu agité. La preuve avec la grande affaire de ce soir. Les profs sont une nouvelle fois au cœur de toutes les conversations. Les experts de la Fédération Wallonie-Bruxelles veulent les faire travailler davantage. Oui, mais est-ce que nos profs travaillent vraiment moins que les autres? C'est ce qu'on vérifiera dans quelques instants. Voilà la grande affaire qui nous attend. Nous parlerons aussi ce soir de Jérôme de Warzée. L'humoriste est en colère. Pourquoi? Parce que voilà que des sympathisants de la droite estime qu'il tape trop souvent sur le mouvement réformateur et sur les engagés. Il répondra ce soir et nous aurons aussi la parole d'un ténor d'une émission humoristique, Mickaël Pachen, qui répondra en plateau à cette polémique. Les femmes sont-elles de plus en plus nombreuses du côté de la chasse? À quelques jours de l'ouverture, c'est ce que dit l'un des boss de la chasse belge du côté de Saint-Hubert, Benoît Petit. Nous vérifierons si dans les faits, les hommes restent encore majoritaires ou pas. Enfin, c'est l'événement télé et l'événement sport du week-end. Le basket débarque sur LN24. Ce sera chaque dimanche. Nous en parlerons ce soir et on comptera les fans autour de la table. En parlant de fans, le professeur Butchela et la science sont au rendez-vous, toujours bien accompagnés évidemment, en compagnie de Mosca que vous voyez apparaître peut-être à l'écran. Il y aura aussi Camille Torlinden qui viendra mettre un peu de sagesse dans ce débat animé une nouvelle fois ce soir. Mickaël Pachen sera de la partie ainsi que le juge Hénard. Tout le monde est au complet, 100% belge. C'est parti pour une heure. C'est pour rire, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Enlève la chaise à papy, tout de suite! Allons enfants de la patrie. On aurait aimé démarrer le week-end dans la joie et dans la bonne humeur. Malheureusement, nous sommes obligés ce soir de revenir sur une énorme polémique. Énorme polémique qui a agité un petit peu toute la sphère audiovisuelle. Mosca, le chien de Fabrizio, a une nouvelle fois frappé sur ce plateau. Regardez, ben voilà, encore maintenant en direct, les images d'hier au ralenti de cette chute qui a failli mettre un terme à ce studio et à l'existence de cette chaîne. Je vais donc vous demander de prendre une décision ce soir en tant que représentant de la chaîne. Mickaël, monsieur le juge, Camille, vous allez pouvoir voter de façon anonyme, mais quand même à main levée, pour savoir si Mosca, le chien du professeur Butchela, peut oui ou non continuer à participer à cette émission. Si vous votez oui, il est temps de lever la main maintenant ou alors de vous taire à jamais. C'est un oui pour Camille. Évidemment. C'est un oui pour Mickaël. Je dis oui, gardons le chien et ne gardons peut-être que le chien. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que la voix du juge compte double dans cette émission. Et je vois cette main baissée qui m'inquiète, monsieur le juge. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas en quoi je vous inquiète, mais je suis juge et donc j'aurais bien aimé donner la parole à l'accusé. Mais comme il s'agit d'un chien, il faudra se contenter du body language ou du body language. Et donc, voilà. Maintenant, la sentence, c'est évident que j'ai pour le chien avec qui j'ai partagé l'émission la semaine dernière. Oui, pour votre plus grand bonheur. Hein. Absolument. Ça s'est vu sur votre visage, je peux vous le dire. Jusqu'à l'avoir régulièrement entre les genoux. Bon, ça fait partie des émotions. Je vois les poils. Exactement. Mais ce sont les miens. Oui. Félicitations. Je ne pensais pas que le débat sur le chien allait aller jusque-là, mais bon. Soit. Et donc, il est évident, je l'ai dit, j'ai beaucoup de sympathie pour l'animal et je connais moins le propriétaire, mais je sens... On peut voter entre l'animal et le propriétaire. Qui doit rester. Cela étant dit, je suis plutôt d'avis mitigé par rapport à la présence de ce trouble fête, même si fête il y a, trouble il y a aussi, mais peut-être que les modalités sont à aménager. Ce que je vous propose, c'est qu'on renvoie l'affaire devant une juridiction d'appel et que l'appel soit suspensif, contrairement à Nicolas Sarkozy. Mosca peut donc rester jusqu'à preuve du contraire en plateau, et puis on verra ce qu'en deuxième instance, le tribunal décidera, professeur. En attendant, place à l'actualité du jour et au visage de ces Belges qui sont peut-être les vôtres. Avec trois visages qu'on voulait mettre en avant ce soir. D'abord celui de Françoise Kepmans, l'ancienne bourgmestre de Molenbeek qui s'en va. Elle prend ses clics et ses claques, elle nous explique pourquoi dans un instant. Benoît Petit, le patron des chasseurs, qui prétend que les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir chasser. Et puis Jimmy du Bistrot Racine, un restaurant étoilé qui fait face à des travaux alors qu'il a trouvé une initiative particulière pour permettre à ses clients d'enjamber les nids de poules et le reste. Mais d'abord, arrêtons-nous, comme on vous l'a dit, sur le visage de Françoise Kepmans. Françoise Kepmans, c'est elle, vous allez la reconnaître. Son visage vous est certainement familier. On a l'habitude de la voir traîner du côté du Parlement bruxellois, mais aussi du côté du Conseil communal de
Molenbeek qu'elle a fréquenté pendant des années et des années. C'est une femme connue du monde politique bruxellois qui tient des propos assez interpellants. Je quitte Molenbeek. Voilà ce qu'elle dit notamment en une de l'ADH aujourd'hui. Et elle a pour ça des tas d'explications. J'y ai habité depuis mon enfance. C'était une commune populaire, positive. J'ai le sentiment aujourd'hui que la donne a changé. Et elle rajoute, j'y ai fait toute ma vie politique. Je m'y suis énormément investi. Mais aujourd'hui, Molenbeek ne m'enthousiasme plus. La situation est extrêmement difficile. Déjà aux précédentes élections, elle avait laissé entendre un peu de lassitude en disant, je ne me représenterai pas. Il est temps de passer la main. C'est un choix qui a été difficile à prendre, mais que j'assume pleinement parce qu'il est temps qu'une nouvelle équipe se mette en place. Et alors elle change totalement de bord, puisqu'elle va s'installer du côté de Uccle. Alors le cliché, professeur Bouchela, oui, c'est que Uccle est effectivement une commune bien plus bourgeoise et bien plus tranquille. Mais regardons les faits et les chiffres en face. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup moins d'insécurité à Uccle qu'à Molenbeek ou pas? Que dit la science? L'insécurité, ça c'est encore autre chose. Ça c'est le sentiment que vous avez par rapport à l'espace public. Alors par contre, la science elle dit qu'effectivement il y a plus d'infractions par nombre d'habitants à Molenbeek. Mais la science dit aussi qu'il faut manier ces chiffres avec prudence parce que Molenbeek a entre guillemets deux explications rationnelles. La première, c'est qu'ils sont un peu plus serrés quand même à Molenbeek. Si je reprends les chiffres de mémoire, les Uclois sont 3700 par mètre carré et les Molenbeekois sont 16 000 par mètre carré. Ah oui, quand même. Là, la différence, Une différence énorme et la science indique que plus vous êtes serré et plus effectivement il peut y avoir des petits conflits vis-à-vis les uns et des autres. Ah oui. Et puis Molenbeek est une commune beaucoup plus paupérisée et ça c'est un grand prédicteur si vous voulez des infractions. Donc oui, on ne peut pas nier qu'il y a de mémoire 20 à 25% d'infractions en plus par millier d'habitants à Molenbeek qu'à Uccle, mais il y a des raisons objectives. Avec des facteurs qui l'expliquent. Et c'est pour ça que la science est toujours au rendez-vous dans cette émission. La science, qui vous l'aurez remarqué, a investi dans un nouvel ordinateur. Bravo, professeur. Parce qu'il n'a plus d'imprimante quand même. Oui, voilà, je vois que vous investissez correctement le salaire que cette chaîne vous offre par ailleurs. On n'a pas encore fait. Non, c'est vrai, j'ai oublié. D'ailleurs, il y aura 2-3 retards de paiement, mais ça on en reparlera une autre fois. Monsieur le juge, je sais que c'est le genre de polémique que vous avez l'habitude de commenter. Est-ce que passer comme ça de Molenbeek à Uccle, c'est un mauvais signal ou un bon signal pour vous? Le mauvais signal vient des raisons invoquées. Je trouve que c'est un peu triste qu'elle ait fait ce choix et qu'elle explique ce choix au travers du problème de sécurité. Et la science vient de dire combien tout ça est très relatif. Et en plus, qu'il y a des éléments objectifs qui justifient la différence des choses. Maintenant, c'est vrai que les projecteurs sont beaucoup plus souvent sur Molenbeek que sur Uccle. Tout ça est aussi une réalité, ce qui donne une impression qui est à mon avis pas tout à fait exacte. Et je pense qu'elle sera surprise. Mais tout de même, parce qu'elle avait presque la larme à l'œil, et j'ai simplement envie de lui dire « Allez en paix ». Molenbeek survivra. Elle a votre bénédiction. Voilà, elle a ma bénédiction, ce qui est un comble, mais... Mosca n'y a pas eu droit tout à l'heure, donc profitez-en, Madame Stéphane. Qu'elle aille en paix, et je suis convaincu que Molenbeek survivra à ce départ. Après, elle était aux affaires à Molenbeek, donc elle n'a pas trouvé la solution non plus. Et effectivement, à son époque, en tout cas, ou alors elle vous dira qu'à son époque, en tant que bourgmestre, tout était parfait, et qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, et que c'est pour ça qu'elle s'en va. Voilà pour la première polémique du jour. Il y a un élu public, une élue publique qui a la bénédiction de la justice, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas tous les jours. La bénédiction de la justice et les explications de la science. Autant vous dire que tout est réuni pour le grand déménagement de Françoise Kepmans. En attendant, on retournera dans un instant du côté de Molenbeek avec Émile Taureau, parce qu'il s'en est passé des choses aujourd'hui dans cette commune, avec une marche qui a fait et qui fera encore sans doute beaucoup de bruit, mais ça, c'est pour dans quelques instants. D'abord, le deuxième visage de la Belgique ce soir, c'est celui de Benoît Petit. Benoît Petit, vous le connaissez peut-être, c'est le président du Royal Saint-Hubert Club. En gros, c'est le boss des chasseurs, et il nous ramène forcément dans cet univers musical-là. Ouais, le chasseur, le lapin, on ne sait plus trop qui attrape qui, c'est la question de ce soir. Benoît Petit, vous avez l'habitude de le voir de temps en temps sur des plateaux télé, dans des conférences, et voilà qu'il arrive à quelques jours du lancement de la saison de la chasse avec des infos surprenantes. D'abord ceci, qu'on voit en une de Sud Info, les Flamands sont de plus en plus nombreux à venir chasser en Wallonie, oui mais pas que ça. Écoutez ce qu'il dit au niveau de l'âge, c'est assez mélangé, ça va de 18 à plus de 80 ans, et puis surtout, et c'est ça qui nous interpelle Camille, depuis quelques années on constate qu'il y a beaucoup plus d'intérêt de la part des femmes. Est-ce que c'est vrai cette histoire de féminisation de la chasse, ou alors c'est un truc au petit doigt mouillé ça ?
Alors j'ai eu Benoît Petit au téléphone, qui est d'ailleurs très sympathique, qui m'a dit qu'il y avait une augmentation très significative. Il a insisté sur le mot significatif. Il y a un réel engouement depuis 15 ans. En fait, avant, elles étaient 2 à 3%. Et cette année, 18% des 700 candidats qui ont réussi l'examen sont des femmes. Donc vraiment, c'est... Parce qu'on oublie qu'il y a un examen, on ne s'improvise pas chasseur. Donc, et il me dit qu'il y a une augmentation générale des chasseurs en Belgique, contrairement à la France où il y a vraiment un exode rural où les gens partent vers les régions. Et nous, en fait, il y a de plus en plus de gens qui chassent. Il dit qu'il y a eu une accélération pendant le Covid où les gens avaient vraiment cette soif de nature et justement la chasse offre un accès. Oh non, mais j'ai le chien de chasse. J'ai le chien de chasse qui se rappelle que c'est dans son ADN et qui serait bien parti aller faire un tour à Saint-Hubert, lui aussi. Pendant le Covid, il y avait plus de chasseurs pendant le Covid que... il dit qu'il y a eu une réelle accélération pendant le Covid parce que justement les gens avaient besoin de se reconnecter à la nature et que avec la chasse, on avait un accès privilégié avec la nature. Et il me disait, en fait, moi je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de femmes dans la chasse parce que ça rajoute une élégance, il a dit, dans les ronds de chasse. Oui, on va pas sur une polémique sur la chasse ce soir, je pense qu'on en a assez par ailleurs. Ouais. Par contre, à propos de chasseurs, éloignez-les de la télé parce qu'ils vont être surpris par cette image très surprenante, qui, je vous rassure, cause bien du problème, mais à une localité seulement. C'est cette image de ce sanglier qui se balade du côté de Walting, près de la piscine communale. Et les citoyens se demandent qu'est-ce qui va se passer avec lui. C'est toujours surprenant, évidemment, quand vous avez un sanglier comme ça à quelques encablures de votre maison, Mickaël. Oui. Vous qui avez roulé votre bosse partout dans le pays, j'ai l'habitude de le dire, les sangliers, vous les avez déjà croisés? J'ai régulièrement des relations avec des sangliers, amicales, je le précise. Celui-là cherche un emploi saisonnier. Il m'a dit qu'il voulait être maître nageur à la piscine. Il a juste oublié son short et sa carte de membre. Non, franchement, à ce stade, très honnêtement, je propose de lui filer une carte d'identité, de l'inscrire aux prochaines élections communales, parce que j'ai l'impression que celui-là est déjà plus présent sur le terrain que certains élus. Ça a suscité, oui, c'est ce qu'on a dit aussi dans le commentaire. Il y a eu des centaines de commentaires par rapport à ce sanglier qui a plutôt attiré la sympathie des habitants du coin, et c'est une bonne nouvelle. Autre visage, et c'est le dernier visage qu'on voulait mettre en avant parmi les Belges ce soir, c'est celui de Jimmy. Alors Jimmy fait partie de ces grands restaurateurs belges, de ces grands chefs. Il a un établissement du côté de Braine-le-Château qui cartonne. Il fait d'ailleurs partie des chefs régulièrement appelés pour Dinner in the Sky. C'était, souvenez-vous, il y a quelques années, l'étoilé le moins cher de Wallonie, qui avait eu droit à des énormes titres de presse. Sauf que cette belle histoire, elle est aujourd'hui chahutée par une réalité. La réalité des nids de poules, la réalité des travaux, la réalité de nos routes. Voilà qu'il y a des travaux près de chez lui. Il le dit, honnêtement, c'était prévu de longue date, ces travaux. Ils viennent transformer l'environnement de son établissement en un trail au milieu des pavés, des trottoirs défoncés et des tas de sable de gravat. Alors face à ça, puisqu'il y a des clients qui renonçaient à venir, il a eu une idée. Eh bien, louer ceci, regardez, une voiturette de golf qui va donc chercher les clients depuis un parking de délestage et qui les emmène au restaurant. Est-ce qu'il a droit à un petit remboursement de la commune par rapport à ça? Parce qu'il a investi par rapport à une situation qui lui, quelque part, imposée, Mickaël. Alors, la commune, il ne demande même pas un coup de main à la commune parce qu'il dit, grosso modo, que c'est de sa propre initiative. Moi, je l'ai appelé ce matin et je voulais, avant tout, savoir combien ça lui a coûté. Écoutez sa réponse. Voilà, ça me coûte effectivement 500 € par mois pour la location du véhicule. Je fais quand même la demande d'assurer au cas où j'ai un client qui trébuche, on ne sait jamais ce qui peut arriver, où je percute un vélo sur le Ravel, ou voilà, donc j'ai fait assurer le véhicule. Et j'ai également pris un flexi-job qui est là 3-4 heures par jour. Et donc oui, forcément, ça me coûte de l'argent, oui. Ça lui coûte de l'argent, il ne demande rien à personne, il dit c'est ma propre initiative, donc je n'ai pas spécialement envie que la commune intervienne. Moi j'ai quand même un petit conseil à lui donner à ce monsieur, carrément parce qu'il a la voiture de golf, qu'il construise un golf à côté du resto. Tant qu'à faire, c'est vite fait, du gazon, 18 trous, voilà. Non, mais il y a déjà les trous, grâce aux nids de poule, il y a déjà les trous. Ça là, c'est les bunkers. Donc juste un peu Vous avez d'air. vu la taille des nids de poule, on pourrait pêcher dedans, sans rire. C'est assez. Oui, on a arraché un sourire à Luc avec la blague sur les nids de poules. Franchement, je suis pas peu fier parce que c'est pas tous les jours qu'on vous fait sourire, monsieur le juge. J'ai réussi mon émission. Je trouve très souriant les dernières émissions. Je pense que c'est grâce au chien. C'est l'effet Mosca. Vous êtes maudisant. C'est l'effet Mosca. Qu'est-ce que vous voulez, ça a des vertus absolument miraculeuses. En attendant, il est temps de continuer à faire le tour du pays et à passer peut-être près de chez vous.
Et nous allons nous arrêter ce soir du côté de Couvin, où il se passe des choses et ça concerne les scouts. Ça va énerver Camille dans un instant. On s'arrêtera aussi à Ath, où on cherche désespérément des policiers. Ça énervera peut-être le juge Hénard. Et puis on s'arrêtera à Liège, où il y a des parkings d'urgence qui deviennent payants. On verra ce que dit la science et si le professeur Bouchella a des infos pour nous. Mais d'abord, on vous l'avait promis, arrêt ce soir du côté de Molenbeek. Molenbeek, où on a vu apparaître des images de marcheurs aujourd'hui. Des dizaines de personnes qui ont pris la route en direction de Bruges. Ils sont donc partis pour un véritable pèlerinage qui va durer 3 jours. Et tout ça nous ramène évidemment quelques mois en arrière. Tout ça, il y a une actualité, l'agression de Molenbeekois par des supporters brugeois. Émile Taureau, vous êtes sur place pour nous. Comment s'est passée cette journée? Qu'est-ce qui se cache exactement derrière cette marche? Bonsoir Thibault, on se retrouve ici à Molenbeek où quelques dizaines de personnes ont décidé de prendre la route il y a de ça quelques heures. Alors elles ont décidé de partir à pied jusque Bruges pour réaliser ce trajet en 3 jours. Cette marche est organisée par le collectif Ik Ben België, je suis la Belgique, dont l'objectif est de dire non au racisme et à la division et de promouvoir l'unité du pays. On organise cette marche pour 2 choses. D'une part, marquer notre solidarité auprès de nos concitoyens molenbeekois qui ont été très durement touchés lors de cette attaque raciste du 4 mai. Et par ailleurs, pour revendiquer quelque chose qui me semble être fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone dans notre pays. Et cette marche, elle n'a pas démarré n'importe où, elle a démarré ici, juste derrière moi. On est devant un magasin de bricolage qui a été particulièrement saccagé. On était en marge de la finale de la Coupe de Belgique et des supporters de Bruges avaient traversé Bruxelles et semé le chaos ici à Molenbeek. Sous fond de racisme, il s'en est pris à différentes bandes du quartier et des affrontements violents avaient éclaté ici même. Ils sont rentrés avec moi, ils ont cassé un peu le magasin, ils ont cassé du matériel, le stock. Ils sont repartis. Et puis quand je suis revenu avec mon père pour qu'on ferme les volets, ben, ils sont venus plus nombreux. Ils sont coincés, moi. Et ils l'ont coincé. Ils sont retournés contre nous à plusieurs. On a été frappés par des bonbonnes de gaz, coups de pied, coups de poing. Puis voilà. Vous l'aurez compris, cette action elle est hautement symbolique et d'ailleurs en termes de symbole, le collectif a décidé de récolter tous les débris du magasin de bricolage et d'en faire 2 mosaïques. Et ces 2 mosaïques, l'une sera exposée ici à Molenbeek et l'autre sera amenée à Bruges au terme de la marche de 3 jours. Merci Émile d'avoir été nos yeux et nos oreilles sur place. On prendra des nouvelles de cette marche évidemment lundi. Initiative qu'on tenait absolument à souligner. En attendant, on part du côté de Couvin. On est en province de Namur. Couvin qui est une région habituée à accueillir des tas de camps de scouts. Et voilà qu'on apprend aujourd'hui dans la presse qu'on travaille sur un nouveau règlement. Un règlement qui est censé réconcilier les scouts d'un côté et de l'autre les riverains qui ne sont pas toujours contents de leur présence. Déjà en 2019, souvenez-vous, on avait pris des mesures face aux scouts qui étaient un peu trop encombrants d'après les habitants du coin. Pour les troupes, c'est pas toujours simple de trouver un endroit pour s'installer. Les prairies et autres centres d'hébergement sont pris d'assaut des mois, voire des années à l'avance. La cohabitation avec les riverains n'est pas toujours simple non plus. À Couvin, on a d'ailleurs décidé de réduire cet accueil des mouvements de jeunesse de moitié et les scouts devront se tenir à distance, 200 mètres minimum des habitations. Prudence quand même quand on dit que les riverains ne sont pas contents. Il y a des agriculteurs qui sont très heureux de voir les scouts arriver et qui d'ailleurs s'étonnent un petit peu des mesures contre-productives par rapport à ça. Au début, on nous demandait de reculer les camps de 50 mètres autour des maisons, ce qui m'a déjà fait perdre des surfaces de terrain que je n'ai plus pu louer. Et maintenant, après, ça a été 100 mètres et maintenant j'entends 200 mètres, mais où allons-nous ? Où allons-nous? On était en 2018-2019, on n'est pas allé beaucoup plus loin en quelques années. Camille, je sais que vous êtes un peu la porte-parole des scouts officiels sur ce plateau, vous défendez les mouvements de jeunesse. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans ce futur règlement pour réconcilier les scouts et les riverains? Déjà, je suis un petit peu fière d'avoir cette petite casquette. Mais donc, j'ai eu le bourgmestre au téléphone qui m'a dit qu'il y avait déjà eu 3 rencontres avec la police, avec le DNF et avec les riverains. Et la prochaine rencontre sera avec les propriétaires de terrain. On en a d'ailleurs entendu un. Il m'a dit que du coup, un compte-rendu de la dernière rencontre était en cours de rédaction et qu'à partir de cela, ils vont adapter leur règlement. Et ils m'ont dit qu'ils s'étaient déjà engagés à réduire le nombre de camps et à durcir les règles. Par exemple, on en a parlé, la distance minimale entre 2 camps était de base 100 mètres. Elle va passer à 200 mètres. Il m'a dit que les riverains n'en pouvaient plus, qu'il y a des nuisances sonores, qu'il y a des palettes de Jupiler qui sont laissées comme ça. Il m'a même dit qu'il y avait une dame qui l'avait appelé un jour en lui disant « On a volé le panneau de la commune pour en faire un totem dans la tente chez les scouts. » Ça c'est une grande tradition, voler les panneaux communaux. Je trouve ça assez drôle finalement, j'aurais pu le faire, j'avoue. Mais donc il m'a dit que
que oui, les riverains étaient en colère. Je c'est note, vrai que j'aurais pu le faire. C'est vrai que je trouve ça assez triste parce que l'image traditionnelle des scouts est ternie et il me disait lui-même, eh bien, ce n'est plus comme avant. Rappelez-moi, on parle régulièrement du casier judiciaire de Mosca, mais on va devoir parler du vôtre à un moment donné, parce que dans les mouvements de jeunesse, il y a 2-3 casseroles et 2-3 bricoles. Je me tourne néanmoins vers la science ce soir, parce que j'aimerais savoir si les mesures anti-scouts sont productives ou pas. Est-ce que la science peut nous dire, moins il y a de scouts, moins il y a de problèmes ou pas? Non, parce que c'est une équation qui a deux paramètres. C'est ce que j'attendais. Voilà. 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 Le nombre de problèmes est égal, bien sûr, si vous voulez, est égal au nombre de scouts, mais au taux de problèmes que fabriquent chacun des scouts. Donc, pour diminuer le nombre de problèmes, soit vous diminuez le nombre de scouts, soit vous diminuez le nombre de problèmes qu'occasionnent les scouts. Et ça, vous pouvez le faire en améliorant l'encadrement, en formant les chefs, en essayant de cadrer les choses. Mais la commune, elle, n'a accès qu'au nombre de scouts. Et donc, c'est pour ça qu'elle agit là. Mais c'est pas du tout certain qu'en diminuant le nombre de scouts, vous allez en vérité diminuer le nombre de problèmes. Monsieur le bourgmestre, la science est toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à faire appel à ses services. C'est payant, mais on peut toujours s'arranger et avoir des délais de facture un peu éloignés. 1 euro symbolique et un repas chaud, normalement. Des croquettes de chien. Et votre totémisation. Et la totémisation du professeur Bouchella, dont on reparlera d'ailleurs dans quelques instants. En attendant, allons du côté de Hatt, où là aussi il se passe des choses. Hatt qui cherche désespérément des policiers. On a vu paraître ça dans la presse aujourd'hui. On peine à recruter des policiers. Regardez cet article qui est dans l'Avenir aujourd'hui. Ça nous rappelle aussi que le chef de corps était parti à la retraite. Ça, c'était déjà il y a quelques mois. Donc on savait qu'il y avait un départ à la retraite. Mais il y en a d'autres. Et on peine apparemment à trouver des candidats à la succession de tous ces départs. Le conseil communal a confirmé la vacance d'un emploi d'inspecteur principal de police, celle d'un emploi d'inspecteur de police dans le cadre des dispositions en matière de mobilité. Michael, c'est quand même pas des petits postes. Inspecteur principal, inspecteur de police. Est-ce que le problème, c'est le salaire? Ça gagne combien en gros? C'est pas des petits postes, mais il n'y a pas de quoi se taper sur la cuisse en dansant la carmagnole, parce qu'on est quand même entre 2 724 et 3 620 euros bruts par mois au début de son contrat pour un inspecteur et un enquêteur de police. Après 5 ans d'ancienneté, ça peut monter à 4 144 euros par mois pour une semaine de 38 heures. Et pour vous donner une idée, un agent sans ancienneté, sans personne à charge, sans prime supplémentaire, gagne lui 1 700 euros net par mois au cours de sa première année à Paul Bru. Et un inspecteur dans la même situation gagne environ 1 800 euros net par mois. Donc on n'est pas non plus sur des salaires de fou. C'est une somme, mais c'est pas non plus des salaires de dingue. Ouais, et le titre est un peu perturbant parce qu'on se dit inspecteur principal, forcément la rémunération va avec monsieur le juge. C'est un dossier que vous connaissez très bien, la rémunération des policiers, le manque d'effectifs. C'est quoi le problème? C'est juste le salaire? Si on revalorise, on trouve des candidats? Le salaire va sans doute jouer, mais je pense que le gros problème de la police aujourd'hui, c'est sa valorisation au sens premier. C'est un métier qui est extrêmement difficile, qui demande des formations, qui demande un encadrement et qui aujourd'hui se meurt parce qu'en réalité, et j'avais ramené ce petit livre que j'aime beaucoup de David Graeber. On va vous le montrer. On va vous le montrer, le petit Bullshit Job, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Exactement, et j'invite nos téléspectateurs à le lire, parce qu'il explique, et de façon remarquable, qu'en réalité, dans tous ces métiers où on fait une véritable lasagne, où finalement il y a toute une série de fonctions dont il dit, bien mieux que moi, qu'elles ne servent strictement à rien, et que l'on ferait beaucoup mieux d'investir dans ce qui est véritablement déterminant. Et la police vit ça aujourd'hui. La police, il y a toute une série de fonctions qui ont été créées, qui ne sont pas nécessairement bien payées en plus, mais qui en réalité amènent les gens qui exercent ce métier passionnant, je l'ai dit, à finalement ne faire rien d'autre que justifier la place dans laquelle il se trouve. Et c'est un véritable nœud. Et je crois véritablement que si on veut dynamiser, et pas dynamiter, si on veut dynamiser ce métier, eh bien il faut appréhender les choses de manière différente. Et c'est sûr que quand vous voyez ces fonctions, et notamment certaines fonctions dirigeantes, j'ai dit qu'elles ne servaient pas à grand-chose, c'est une opinion personnelle, mais il suffit d'interroger les gens de terrain. Aujourd'hui, être inspecteur principal ou occuper une fonction dirigeante, outre le fait qu'on justifie ce qu'on est en train de faire, en réalité, c'est des grappes. On remplit des rapports et des rapports. Ceci dit, Michael, on pensait quand même naïvement que du côté de Hatt, on n'avait pas le même état, la même détresse psychologique qu'à Bruxelles, où on sait qu'on est confronté à de l'insécurité. Là, c'est la preuve par A plus
douce B que ça vaut aux 4 coins du pays, ces problèmes de recrutement. Oui, c'est partout parce que là, en tout cas, au niveau du salaire, c'est pareil partout. Visiblement, vaut mieux être commissaire parce que le commissaire, on commence à 3 164 € net et on peut finir à 7 826 € net en fin de carrière. En parlant de commissaire, je vous rappelle que notre commissaire général a reçu aujourd'hui la Légion d'honneur, non pas des mains du président Emmanuel Macron, mais des mains des hauts dignitaires français. La preuve que quand on va dans la police, il y a aussi moyen d'être heureux. Reste à penser à tous les autres et pas seulement à ceux qui sont au-dessus de la pyramide. Mais de nouveau, c'est peut-être une considération personnelle. Allons du côté de Liège. C'est la 3e destination ce soir. Liège où il se passe des choses et pas seulement au niveau du tram. Promis, on vous embête pas avec ça ce soir. Nous allons du côté du CHU de Liège, ce grand centre hospitalier. Pourquoi ? Parce que là aussi, on a des problèmes, non pas de mobilité, mais de parking. Pourtant, en entendant les patients ou les familles des patients, on avait l'impression que tout le monde était heureux ou presque. C'est pratique et assez accessible et proche de l'entrée du CHU. On gagne beaucoup de temps. On a quand même pas mal d'accès. On se sent bien considéré. Il est très beau, il y a des ascenseurs. Ouais, il y a même des ascenseurs. Sauf qu'Andrea a une mauvaise surprise. Lui, il s'est rendu aux urgences et il est ressorti du parking des urgences avec une addition de 75 €. Oui. Naïvement, professeur, on croyait que le parking des urgences, c'était le petit résidu où on ne payait pas parce que précisément c'était urgent. Ben moi aussi, naïvement, je croyais ça. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais si. Mais c'est pas un chien. C'est pas un chien. C'est une ménagerie chez vous. Hein. Mais la vidéo qu'on a vue, c'était le petit micro-trottoir. C'était une vidéo promotionnelle. Hein, ah oui, je vous rassure. Parce que tout le monde disait, c'est magnifique. C'est pas nos équipes qui ont été la tournée, ça je confirme. Mais mais donc effectivement, au CHU à Liège, il faut payer. Il faut payer dès la première minute. C'est comme l'aéroport de Zaventem. Hein. Vous mettez votre voiture au parking et boum, il faut payer. C'est pas pareil à Delta, à Saint-Luc et tout. Je pense Alors, que c'est la même en chose. vérité, il n'y a pas de règle générale. Par contre, j'ai vérifié à Liège, il y a un autre hôpital qui s'appelle la clinique Montlégia. Et alors, eux, ils ont un système de gratuité, mais avec un système, je pense, rétroactif. Quand vous avez été admis aux urgences, alors vous recevez une sorte de voucher, si j'ai bien compris, de 2 heures de gratuit. Mais donc, il ne faut pas vous refaire plâtrer la main non plus. Hein. Il ne faut pas traîner trop souvent dans la file des urgences. Une fois, j'étais mordu par un chien, j'étais aux urgences, et effectivement, ça mordu par un chien, pas le mien. Attendez, sinon on va vraiment s'éloigner de Mosca. Si en plus elle mord... Mais c'est vrai qu'on est pas nous. Et de lui, puisqu'il a peut-être la rage. Oui, voilà. Par la même occasion. Je changeais de place. Donc j'en profite, info essentielle ce soir. Les urgences, ça prend du temps, même 2 heures gratuit, c'est pas... 2 heures, c'est pas possible. Info essentielle. Si il reste plus que 2 heures aux urgences. Quand on entre aux urgences et tous les hôpitaux s'en plaignent, c'est qu'il y a quantité de personnes qui se rendent aux urgences et qui n'ont rien à y faire. Et donc c'est un vrai problème. Et la solution que vous avez évoquée d'éventuellement avoir un remboursement si l'urgence est admise, ce serait peut-être une piste de réflexion. Je crois que ça existe aussi du côté du CHU de Liège, ce système de remboursement, mais il faut avoir la preuve qu'on est bien passé par les urgences et que le cas se justifiait. Laissons ce dossier de côté parce que, professeur, je me dois ce soir de vous demander pardon. Le grand pardon. Hier, il s'est passé quelque chose. Oui. Hier, il s'est passé quelque chose de grave dans cette émission. Pendant des heures et des heures, vous avez travaillé consciencieusement. Vous avez bûché comme jamais sur un dossier que j'ai malencontreusement oublié. Ah oui. Ce dossier concerne les transports en commun bruxellois, dont le prix va peut-être augmenter. Et on se demandait si, scientifiquement, on arrivait à prouver qu'il y avait plus de naphteur quand le prix était moins cher. Que dit la science ? Oui, c'est tout à fait juste. Donc attendez, parce que... vous avez oublié maintenant ? Non. Mais je suis un brin dyslexique, ça va vous... Et pour un prof de sciences, c'est pas... Donc en fait, quand le prix diminue, vous augmentez les nafteurs. Et de mémoire, c'est entre 2 et 4% à court terme, mais ça peut monter jusqu'à 10% à long terme pour une diminution du prix de 10%. À l'inverse, l'élasticité fonctionne dans l'autre sens. Si quand le prix augmente, il y a moins de nafteurs. Vous perdez en partie des nafteurs. C'est qu'il y a une forme de logique. Alors, par contre, ce que les méta-études montraient, c'est que si vous voulez récupérer des automobilistes, c'est-à-dire faire changer des gens qui utilisaient la voiture pour passer dans les transports en commun, la variable prix est moins importante. Et ce qui est plus important, c'est la qualité du service, la fréquence des rames, la propreté, simplement. Donc, en fait, le service global est plus important. Donc, quelque part, pour les utilisateurs en général, le prix a de l'importance, mais si vous voulez aller essayer de changer les habitudes des gens, c'est d'autres facteurs qui importent. Utiliser des formules compliquées pour dire parfois des choses simples, c'est ça la force de la science. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la science. On aura encore besoin de la science dans un instant et de la justice pour parler notamment de nos professeurs. Nos professeurs travaillent-ils assez ou pas ? C'est la question qu'on tranchera juste après ça. Des experts veulent s'attaquer à leur temps de travail, mais on verra si dans les autres pays autour de nous, ils bossent vraiment plus ou moins. A tout de suite dans 100% belge.
Merci d'être là encore et toujours en direct sur LN24. Dans un instant, nous ouvrirons la grande affaire. Nos profs travaillent-ils assez? Il semblerait, d'après certains experts, qu'on doive augmenter leur temps de travail. On verra si, dans les pays étrangers et voisins, ils travaillent vraiment plus qu'ici. Nous ouvrirons aussi le classement de nos députés européens pour savoir qui bosse vraiment et qui ne bosse pas assez. Tous les grands noms seront confrontés à ce classement. Sophie Wilmoès, Elio Di Rupo, Ivan Verhofstadt passeront sous les radars de Camille dans quelques instants. Mais avant ça, il est l'heure d'ouvrir un interrogatoire pas comme les autres. Vous avez peut-être déjà vu ce visage quelque part. Bonsoir Jim Nejman. Salut Thibaut, salut tout le monde. Merci d'être là. Vous êtes quelque part un des bébés LN24 parce que, regardez, on a retrouvé des images. C'était vous il y a quasiment 6 ans maintenant. Oh, les lunettes. Le look était légèrement différent. Yes. Et pour le reste, rien n'a changé. Vous êtes encore plus beau qu'à l'époque. Si, à côté de Stéphane aussi. Il a bronzé depuis quand même. Ah, c'est gentil. 6 ans plus tard, vous êtes toujours sur la chaîne et on vous retrouve tous les soirs, notamment dans Le Monde ou Rien, aux côtés de Nicolas Pipin. Nouvelle émission lancée depuis la rentrée. On vous retrouve évidemment, notamment ce soir, dans Planète Trump. Et puis, vous venez nous voir pour un nouveau projet qui se résume en 2 mots. Quel monde? On va afficher ces 2 mots en grand si vous le voulez bien. Pourquoi quel monde d'abord et c'est quoi ce projet? Parce que déjà, je pense que c'est une phrase que je répète quasiment tous les jours. Tu l'as dit Thibaut, dans Le Monde ou Rien, on parle beaucoup du monde, de l'état du monde, des crises aussi qui bouleversent un petit peu la société en général. Et donc, c'est une phrase que je répète en permanence. Et donc, c'est un podcast qui sera lancé donc, à partir de dimanche sur YouTube, sur Spotify, avec plein d'extraits aussi qui seront disséminés par-ci par-là, sur Instagram, sur TikTok. Ce sera une grande rencontre géopolitique, on le voit d'ailleurs à l'écran. 50 minutes pour aller au fond d'un sujet qui pourrait vous intéresser les jeunes, vos grands-parents, intéresser tout le monde. Et vous voyez les images, hein, on est dans des codes complètement différents que les codes télé, ne fût-ce qu'au niveau vestimentaire. Vous avez adopté le style ce soir du podcast déjà. Je me sens tout nu comme ça. En exclusivité, les premières secondes de ce podcast, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui changent, notamment le ton utilisé. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour mon tout nouveau podcast. On se retrouvera donc tous les dimanches à partir de 18h sur YouTube, mais aussi en télévision et pourquoi pas en radio pour un grand face-à-face sur un sujet qui risque bien de vous intéresser. Mon premier invité, c'est un ami, il s'appelle Jérémy Gallon. Salut Jérémy. Salut Jim. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es avocat, tu es diplomate, tu as fait Harvard, HEC Paris, une autre unif super prestigieuse aussi en Chine. Vous savez que vous avez en face là 2 spécialistes des réseaux sociaux et du digital qui, dans un instant, vous donneront peut-être des conseils. Mickaël aussi, qui est très branché sur Twitch en ce moment. Mais d'abord, je voudrais montrer d'autres codes qui sont assez nouveaux. Il y a notamment ce jeu des pancartes. C'est quoi l'idée derrière ce jeu des pancartes? C'est utiliser des formules simples, mais au profit d'un propos compliqué? Ouais, et c'est aussi dans une stratégie d'aller chercher justement les jeunes. Ce qui est assez interpellant, c'est qu'on a des jeunes qui s'informent exclusivement sur TikTok ou sur Instagram à coup de vidéos d'1 minute. Alors je ne remets pas en question évidemment ce que fait Camille, notamment sur la politique, ou ce que fait M. Bouchella sur la science, mais parfois j'ai des gens qui viennent me dire « mais regarde cette vidéo, pourquoi tu ne l'invites pas ?» Et je me retrouve avec un mec, un conspirationniste. Les gens vont regarder une vidéo sans savoir qui publie cette vidéo, dans quel cadre, etc. Donc l'idée c'est de faire des petits jeux comme ça, qui restent sérieux, parce que la question que je pose à l'invité c'est est-ce que Donald Trump est fou, d'accord ou pas d'accord, et après il peut argumenter. Et donc c'est l'idée de mettre ces extraits-là sur les réseaux pour tenter de choper les petits jeunes qui eux vont s'arrêter sur cette vidéo et peut-être les amener vers notre page YouTube le dimanche à 18h et selon le format de 50 minutes. Nous malheureusement on n'a pas 50 minutes pour ça ce soir, mais je vous propose en 3 minutes top chrono de vous lancer toutes les questions qui fâchent ou en tout cas qui pourraient intriguer. C'est parti, on lance le chrono. Et on démarre officiellement par cette première question. Il y a chaque jour 720 000 heures de contenu mis en ligne sur YouTube. Comment vous allez faire, vous, pour vous distinguer? Déjà par mon expertise, sans vouloir être prétentieux. Moi, ça fait 6 ans maintenant, tu l'as dit Thibaut, que je suis à l'antenne, 6 ans que je présente aussi toutes les émissions liées à l'actualité internationale, notamment sur LN24. Je suis un passionné d'actu inter. Je me suis aussi fait quelques contacts aussi. Donc le mec que je ramène par exemple dimanche, Jérémy Gallon, pour moi c'est un des mecs les plus brillants qui existent. Et donc à la fois il y a ma crédibilité à moi, le carnet d'adresse, et puis ce carnet d'adresse. Et je peux garantir à ceux qui nous regardent que le dimanche à 18h sur YouTube, il n'y aura pas de clown, il n'y aura pas de polémique. Le but c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe sur des sujets hyper sérieux. Justement Jim, l'international, c'est le créneau que vous avez choisi pour ce podcast. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour faire des vues et toucher une communauté rapidement de prendre du judiciaire, du people ou un autre thème? Peut-être, en tout cas en télévision, ce qui est beau avec les réseaux sociaux et internet, c'est qu'on peut toucher n'importe qui, n'importe où. C'est-à-dire que moi, si ça se trouve, dans 2 mois, mon public sera exclusivement suisse, luxembourgeois, peut-être en grande partie français. Et donc ce qui va aussi rassembler aujourd'hui ces gens-là, c'est l'endroit où ils se trouvent, c'est-à-dire sur la planète Terre. Et donc aujourd'hui, par quoi est bousculé
bousculer cette planète par la guerre en Ukraine, par la situation à Gaza, par un personnage qui est souvent orange et qui s'appelle Donald Trump aux États-Unis. Et donc moi j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça que je vais réussir à les choper plutôt que sur le Et judiciaire. intéressant, ça veut dire que LN24 LN24 va sortir de ses frontières aussi grâce à ça. On s'adressera aux Belges bien évidemment, mais à tous les autres. J'ai un sondage à vous soumettre. Sondage Ipsos. Un jeune sur 2 déclare ne pas s'intéresser ou très peu s'intéresser à l'actu. Comment vous allez faire pour les convaincre que c'est intéressant? Ah bah justement, un coup de petit jeu. J'espère que c'est vraiment ça qui va les amener vers ce long format. Et puis, je pense qu'il faut laisser sa chance au produit, comme on dit. Si à partir d'un moment, ils se posent des questions sur la guerre, moi j'ai des gens parfois en rue que je rencontre qui me disent est-ce qu'il va y avoir la guerre chez nous, ici à Bruxelles? Et je dois leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc autant venir le dimanche sur YouTube à 18h pour pouvoir répondre à toutes ces questions. On vous connaît évidemment comme rédacteur en chef. Est-ce qu'on peut officiellement vous nommer en plus youtubeur ce soir? Ça, je laisserai les professionnels, notamment de la table, me donner ce titre quand je l'aurai mérité. Mais en tout cas, théoriquement, oui, puisqu'on se lance à partir de dimanche sur YouTube. Question financière, est-ce que du coup, youtubeur, ça rapporte plus que rédac chef? Je pense pas, là, pour le coup. La réponse me semble assez claire. On va déjà faire des millions de vues. Hein. Alors, à propos, puisque vous avez quelque part la double casquette à partir d'aujourd'hui, en tout cas à partir de dimanche, votre modèle, c'est qui? C'est plutôt Laurent Delahousse ou c'est plutôt Hugo Décrypte qu'on a l'habitude de croiser sur YouTube pour parler d'infos? C'est un petit peu un mélange. Hein. Tu l'as rappelé, Thibaut, moi je suis à l'antenne tous les jours avec Le Mondorien et Nicolas Pipin et Richard de Wulf. On est aussi le vendredi avec Planète Rome, d'ailleurs c'est ce soir 22h, j'en profite un petit peu pour faire l'autopromo. Donc j'ai un petit peu cette double casquette. À la fois d'un côté une admiration pour des personnages comme Laurent Delahousse, même si c'est pas le même exercice. Hein. Laurent Delahousse présente un JT avec des codes vraiment très très précis. Là où moi je suis plutôt dans le débat. Et puis de l'autre côté, Hugo Décrypte. Alors moi je suis pas un consommateur de ce genre de produit, mais il n'y a rien à faire. Dès que je parle à n'importe qui de ce que j'ai envie de faire, on me renvoie directement vers Hugo Décrypte ou notamment aussi vers Guillaume Play. Et là j'avoue que je suis un petit peu... Il me reste 7 secondes pour vous de me poser une dernière question. Si vous avez un conseil à demander ce soir à quelqu'un autour de la table, le professeur Bouchella, Camille ou Michael? Ou le juge? Je dois choisir là? Oui. Ça sera le juge. Ce sera le juge? Ben, juge Hénard, de par votre énorme expérience sur les réseaux sociaux, quel est le conseil que vous voulez donner à Jim? Oh, je n'ai pas de conseil à lui donner. J'ai le plaisir d'avoir partagé quelques émissions avec lui et le chef d'orchestre est excellent et je suis convaincu que moi aussi, je ne fais pas partie du public cible immédiat, puisque c'était plutôt les jeunes, mais je suis très jeune de caractère. Eh bien, je pense que dimanche, rendez-vous est pris, mais pas ensemble, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir. Moi, je pensais que les juges étaient incorruptibles. Je vois qu'il a payé pour avoir une telle analyse. Pas du tout, pas du tout. Selon la règle, quand on aime, on ne compte pas. Et comme la justice est généreuse, on offre un conseil bonus avec Camille. Quel est le conseil que vous donneriez à Jim, vous? Mais moi, déjà, je trouve ça génial que vous offriez des formats adaptés pour tout le monde. Donc des formats plus pour ceux qui ont des mémoires auditives, plus visuels, des formats longs sur YouTube. Et ça marche d'ailleurs de plus en plus des vidéos de plus d'1 heure, les gens adorent, ils consomment. Et des formats plus réseaux sociaux, visuels d'1 minute. Et moi j'ai une question, est-ce que tu comptes inviter toujours qu'un invité ou que parfois ce soit des débats à plusieurs, que ce soit un peu comme C'est dans l'air, je sais pas si tu écoutes aussi, c'est des vidéos avec plusieurs. J'écoute et je regarde la télévision. Non, là c'est vraiment un grand entretien pour pouvoir aller plus loin. Mais par contre, rien ne nous empêche d'organiser une fois par mois, une fois par trimestre, une grande émission de débat avec parfois aussi quelques surprises. Et peut-être, pourquoi pas, avec des invités qui peuvent regarder l'enregistrement du débat et pourquoi pas poser des questions en direct aussi. Elle est beaucoup plus calée que moi. Hein. Je pense qu'on va organiser une rencontre en deuxième partie de soirée. Et je constate aussi qu'on a déjà adopté quelque part les codes YouTube dans cette émission, puisqu'on se tutoie. Ça y est, c'est parti. Je suis habitué maintenant, c'est vrai. C'est parti officiellement. Mickaël, le mot de la fin? Non, mais cela dit, YouTube a fait évoluer son algorithme ici au mois d'août et favorise les nouveaux formats et les nouveautés. Donc, c'est vrai aussi. N'hésite pas, je pense que c'est bien parti. Moi aussi, je te tutoie parce qu'on est quand même. Et j'en profite quand même au passage pour défendre notre bonne vieille chaîne de télé et vous dire que cette émission, si vous n'êtes pas habitué à YouTube, sera aussi diffusée en télévision. Ce sera dimanche en toute fin de soirée, mais on verra si l'horaire doit être adapté ou pas. Merci Jim, on croise les doigts pour cette première. On sera du côté de YouTube, du côté de Spotify, du côté de la télévision, partout pour vous suivre. Et Instagram, TikTok, la page a été créée, n'hésitez pas à nous suivre. Et les premiers extraits sont lancés. Les premiers extraits sont là, c'est Quel Monde, tout simplement, vous tapez ça, et puis il y aura ma petite tête, et là vous... Quel Monde, Jim Neijman, c'est facile, c'est les 4 mots à retenir pour cette nouvelle aventure. On se dit à très bientôt et on lance la remise des diplômes. Avec au cœur de cette remise des diplômes, une première personnalité. Cette première personnalité, c'est Jérôme de Warzée, l'humoriste peut-être le plus célèbre du pays, celui qui accumule les plus grosses audiences, que ce soit en radio ou en télévision. On le connaît depuis des années, notamment dans le Grand Cactus. Et le voilà face à des critiques. On l'accuse de taper trop fort sur la droite, et notamment sur Georges-Louis Boucher. On va faire quelques aménagements dans vos émissions.
quelques petits changements. Oui. Par exemple, la suppression des séquences où vous parodiez de manière absolument scandaleuse et poujadiste des hommes politiques belges, pourtant irréprochables. Ah, comme Mélodie Roupeau ou Paul Magnette. Non. Vous devez. Eux, ça va. Eux, ça va. Ah, ça, je peux continuer. Vous devez. Vous devez, je dois continuer. Vous devez. D'accord. Quoique ça va peut-être leur faire un petit peu de pub. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous arrêtez complètement de brocarder des personnalités politiques belges. Que ce soit en plateau, que ce soit en duplex, que ce soit dans ces séquences minables comme on est en train de faire maintenant, vous arrêtez tout ça, c'est terminé. Plus de séquences politiques. Oui, mais il ne va plus rien rester. Enfin, autant que j'arrête l'émission tout de suite. Voilà, mais c'est ça, vous avez tout compris, c'est bien. Alors voilà, petit contrat, on parafle le premier, on signe le deuxième. Ah bah, heureusement qu'il me reste encore mes chroniques matinales sur Vivacité, hein. Vous tapez trop sur la droite, voilà ce qu'ont dit certains sympathisants du mouvement réformateur à Jérôme de Warzée, qui en a eu marre de ces critiques injustifiées. Voilà ce qu'il a répondu notamment sur sa page Facebook. Moi, je suis un humoriste, je crée pas l'actualité, je la commande, et pour l'instant, c'est le gouvernement Arizona qui squatte avec force cette actualité, donc j'en parle. Il y a quelques années, on me traitait de valet de la droite parce que je critiquais Nettis et les autres. J'ai donc loupé ma carrière d'apparatchik. Par contre, apparemment, celle de sniper équitable me semble réussie. Avant d'entendre si du côté du mouvement réformateur on est vraiment gêné par certains humoristes ou pas, votre expérience à vous, Mickaël, parce qu'on sait que vous animez l'émission Les Enfants de Cœur sur Vivacité, émission qui cartonne en radio là aussi. Est-ce que vous sentez qu'il y a des critiques aussi à ce niveau-là parce qu'il y a des blagues trop politiques? Oh, il y a des critiques, il y en a toujours, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a des critiques de chaque côté, en fait. Donc c'est rassurant. Il y a 2 ans, Jérôme, on l'accusait d'être de gauche, enfin, de l'accuser. Oui. On lui disait qu'il tapait sur la gauche, donc trop par rapport à la droite. En fait, très honnêtement, quand vous faites une émission d'humour, vous faites des sketchs, ou vous êtes humoriste, à mon avis, si vous choisissez un camp, vous êtes mort. Vous êtes mort, parce que vous pouvez plus rien créer. À ce moment-là, vous êtes obligé de taper un peu sur tout le monde, entre guillemets. Et encore, quand je dis taper, c'est gentil. Non, Jérôme, il distribue à tout le monde. Dans Les Enfants de Cœur, on distribue à tout le monde aussi. Il faut surtout pas il faut éviter d'être clivant, mais il faut oublier personne dans l'humour. Parce que faut être généreux. Ouais, il faut être généreux, il faut distribuer le plus à possible. Toutes les familles politiques sans exception. Et évidemment, vous l'avez compris, de temps en temps, c'est l'actualité qui impose son rythme. Et c'est ce que dit et quelque part explique Jérôme de Warzée. Vous avez eu les gens du mouvement réformateur, est-ce que eux, ils sont vraiment fâchés d'être victimes d'un trop plein de blagues ou pas? Mais j'ai eu le porte-parole du MR qui m'a dit que déjà c'était la première fois qu'on lui posait cette question. Et puis il m'a dit personnellement, ça me fait rire. En interne, ça fait sourire. Et il m'a dit qu'il avait envoyé la vidéo du Grand Cactus à Georges-Louis Boucher, qu'il n'avait pas répondu, mais qu'il le soupçonnait de rigoler aussi. Il m'a dit notre président, il a le sens de l'humour, il a de l'autodérision, donc il pense aussi que ça fait rire. Donc voilà, il n'y a pas de prise de position officielle, mais il n'y a pas d'agacement non plus. Georges-Louis Boucher, qui, il faut le dire, avait défendu au passage la semaine dernière la liberté d'expression des humoristes suite à la polémique concernant un sketch du Grand Cactus qui aurait été retiré. En attendant, il y en a d'autres qui sont victimes parfois d'un humour, je ne veux pas dire agressif, mais de la caricature. Regardez ce qui se passe en France. On a été estomaqués devant cette caricature d'un Belge. Donc, because la réponse en vulgarisation scientifique, nous, quand on est démissionnaire, on n'est pas payé selon le théorème du dans le cul, Lulu. Ah ben voilà une nouvelle imitation qu'on gardera à Fabrizio Buccella. Donc, professeur Buccella, vous êtes officiellement imité par un des plus grands imitateurs de France. Si ça, c'est pas la rançon de la gloire, je sais pas ce que c'est. Ça m'a fait quelque chose. Hein. Les bras m'en sont tombés. Je ne les ai toujours pas récupérés. Je suis le chat dans la gorge alors que j'ai un chat. Je suis à côté de mes pompes depuis tout à l'heure. Et ça ne fait que commencer, d'après ce qu'on semble entendre. Hein. Le professeur Buccella va désormais être parodié lui-même par Marc-Antoine Lebret dans Les Grosses Têtes. C'est ce qu'on voulait quand même vous dire ce soir, parce que ça, c'est l'apothéose. Quand il y avait les guignols de l'info, ceux qui n'étaient pas râlaient de ne pas y être. Et ceux qui y étaient, en général, faisaient mine de se fâcher, mais ça leur servait quand même bien parce qu'ils étaient plus souvent à l'antenne à travers leurs marionnettes qu'en vrai. Mais vous avez une tellement bonne patte avec le professeur que ne vous inquiétez pas pour ses réactions. En attendant, deuxième visage au cœur de cette remise des diplômes, c'est celui de Rob Benders, le secrétaire d'État qui est en charge de défendre les consommateurs, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous. Et voilà qu'il a décidé cette fois de s'attaquer aux appels que vous recevez parfois des centres téléphoniques et aux appels dont vous n'avez pas toujours envie. Vous savez,
savez qu'il existe une liste Ne m'appelez plus, et pourtant cette liste n'est pas toujours respectée parce qu'il y a notamment des call centers à l'étranger qui apparemment ne sont pas soumis à la même réglementation. Le ministre veut changer ça. En gros, il va faire quoi, professeur? Si j'ai bien compris, il veut que, en fait, pour l'instant, il faut s'inscrire, ce que moi aussi j'ai fait, il faut s'inscrire sur une liste pour ne pas être appelé. Et lui, maintenant, il voudrait changer le sens du système, de la logique, c'est-à-dire que toutes les personnes sont supposées non appelables, sauf celles qui décident. Donc je dois m'inscrire pour dire que je veux bien qu'on m'appelle. Oui, voilà, personne ne va le faire, bien sûr. faire. Alors, mais par ailleurs, l'autre problème, c'est le problème des call centers étrangers. C'était surtout ça, ce problème-là. En fait, ce qui se passe, c'est que s'ils vous appellent pour le compte d'une société belge, là, il y a encore moyen de se retourner contre la société belge. Siège dans l'Union européenne, vous lui tombez dessus sur le rable. Mais si c'est un call center qui vous vend des choses, des produits dématérialisés et que vous savez pas qui c'est, je sais pas comment la justice. Mais justement, je vois la justice. Les agents contraignants peuvent leur remettre le grappin sur le collet. Hein. La science lève les sourcils, mais la justice lève les sourcils aussi. C'est une bonne idée, ça, de dire je dois donner mon consentement pour qu'on puisse m'appeler, ou ça va pas marcher? Mais ça ne va pas marcher, évidemment. Voilà, le problème est réglé. On rentre à la maison. Voilà, exactement. Il faut décidément, j'ai quand même l'impression parfois qu'ils cherchent, ou un certain nombre de personnes cherchent à s'occuper. Parce que de quoi parle-t-on? Je pense que là aussi, ce qu'il est en train de changer, ben oui, il aura sans doute le sentiment de travailler. Il ferait mieux de travailler vraiment, et alors il méritera le salaire qui est le sien et que nous payons, hein, ce qui est assez logique. Mais payer les gens pour faire ce genre de clonerie, je crois qu'il faudrait que ça s'arrête. Quand je pense qu'on avait réussi à redonner le sourire à Monsieur le juge, on va le retrouver. On va le retrouver d'ici la fin de l'émission. Il l'a dit avec le sourire. Oui. En attendant, nous avons d'autres visages dans cette remise des diplômes, et on pourrait par exemple afficher le visage d'Elio Di Rupo. Elio Di Rupo, mais peut-être pas seulement lui. Tous les ténors qui nous représentent au Parlement européen. Il y a Sophie Wilmès, bien évidemment, Elio Di Rupo. Il y a Ivan Verhofstadt, président des Engagés, mais qui est aussi député européen. Il y a un classement qui est sorti, Camille, classement de l'agence Burson, qui parle non seulement des députés européens qui font le plus de bruit dans les médias, c'est pas forcément celui-là qui nous intéresse, mais de ceux qui ont aussi le plus d'influence sur le travail du Parlement. En gros, ceux qui bossent le plus. Où sont les ténors dans ce classement? Est-ce qu'ils sont plutôt en haut ou en bas? Mais donc oui, pour revenir 2 minutes, donc il y a 2 catégories. L'influence publique, c'est la capacité d'orienter le débat public. Et il y a l'influence parlementaire, donc c'est la faculté de peser dans le processus de création des lois. En gros, est-ce que tu bosses au Parlement ou pas? Ce qui est intéressant, c'est le décalage entre les deux. En fait, il y a un réel différentiel. Vous avez parlé d'Elio Di Rupo. Eh bien, par exemple, lui, il est en 2e place pour l'influence publique, mais il est avant-dernier pour l'influence parlementaire, ce qui veut dire que ceux qui sont parfois beaucoup plus médiatiques, en fait, ne sont pas forcément les plus actifs dans les arcanes parlementaires. Il est beaucoup sur les plateaux télé, mais pas beaucoup au Parlement? Mais c'est ça, et inversement, ceux qui sont parfois très présents dans les coulisses sont invisibles pour le grand public. Les autres, ils sont où? Sophie Wilmès, Ivan Verhofstadt, ils sont plutôt en haut, en bas? Alors, Sophie Wilmès, elle est tout devant dans le premier classement, elle est au milieu dans le 2e. Et Yvan, il y a eu un bug dans le prénom, donc on ne l'a pas retrouvé dans le premier, mais il est... Il est plutôt au fond de la cale, là. Il va falloir remonter un petit peu à la surface. On verra comment ça se passe, évidemment, dans quelques instants. Ça vous redonne ce sourire? Non. Non, monsieur le juge, non. Je voulais simplement dire qu'il y avait peut-être un nœud. Et pour le coup, ce n'est pas vous, pas seulement vous qui le portez. Dans un instant, nous ouvrons, c'est promis, enfin la grande affaire. Nos profs travaillent-ils assez ou pas? Le professeur Bucella a déjà peur de ce débat, on va le rassurer. Et on revient dans un instant dans 100% belge. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie! Dans un instant, c'est promis la grande affaire. Mais avant ça, on doit quand même vous dire un mot de l'événement télé ce week-end. Le basket démarre sur LN24 dimanche 14h50. Premier match, et c'est les équipes du top, hein. C'est le Brussels face à Alost. Très honnêtement, qui va regarder? Ne me mentez pas, professeur. Vous pouvez lever la main ou ne pas lever la main. Oui. Je ne la lève pas. Oui, je vois une petite main levée. Camille, vous avez... Oui, vous allez regarder vous aussi. Michael, vous allez regarder le basket. Je suis content du retour du basket à la télé. Oui. Monsieur le juge, vous allez regarder le basket. Évidemment. Évidemment. Mais voilà. On peut toujours compter sur la justice quand on est un peu dans le pétrin. 14h50 dimanche, c'est une grande nouveauté LN24. Cette chaîne est 100% sport le week-end et les amateurs de basket seront évidemment comblés. Place à la grande affaire. Les professeurs sont une nouvelle fois dans la tourmente. Vous savez que depuis hier, on parle beaucoup d'un rapport d'experts qui veut chercher désespérément des économies pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Ce rapport d'experts demande notamment
aux professeurs de travailler un peu plus. Résumé des faits avec Alexandre Gérard. C'est l'une des mesures qui a scandalisé les syndicats de l'enseignement. Le groupe d'experts mandaté par la Fédération Wallonie-Bruxelles veut augmenter le nombre de rangs classe pour les enseignants. Proposition, aligner les horaires des professeurs du secondaire supérieur sur ceux du secondaire inférieur. Ça voudrait dire passer à 22 périodes de cours par semaine. Comment les experts ont-ils pensé à cette mesure? Eh bien, en s'appuyant sur des statistiques de l'OCDE. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un professeur du secondaire supérieur passe 612 heures devant ses élèves sur une année. C'est plus ou moins les mêmes chiffres qu'en Allemagne ou en Flandre, mais c'est beaucoup moins qu'au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en France. Dans ces 3 pays, un professeur passe plus de 700 heures en classe. Mais pour les syndicats, la comparaison est biaisée et le travail hors des classes n'est pas pris en compte. Nous avons demandé depuis longtemps au gouvernement une enquête, comme l'ont fait les Flamands, sur l'objectivation du temps de travail des enseignants. Je rappelle quand même que les résultats obtenus en Flandre, c'était 45 heures en moyenne de travail par semaine. Je pense qu'on est exactement dans la même norme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le monde de l'enseignement regardera de près les mesures proposées lors de la confection du budget. Des actions pourraient se tenir si les recommandations des économistes sont adaptées. Question volontairement provoque, mais puisqu'elle est posée par les experts, allons-y. Nos profs bossent-ils trop peu? Je démarre avec vous, Mickaël. Mais évidemment qu'ils bossent trop peu. C'est pour ça qu'ils ont une voile cassée à 10h du matin, des cernes qu'on voit à 12 mètres. J'ai pas vu l'ironie arriver, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Non, mais franchement, qu'on foute la paix à nos profs et qu'on foute la paix à nos enfants, parce qu'en s'attaquant aux profs, on s'attaque aux enfants. Après, on va encore dire que les enfants sont mal éduqués, etc., etc. Vous avez vu, essayez de gérer une classe de 2e un vendredi à 16h. Là, vous allez comprendre ce que c'est que le souci des enseignants. Ils ont énormément de boulot et c'est pas parce qu'il y a plein de congés scolaires, parce qu'il y a ça aussi dans le discours des gens qui trouvent que les profs travaillent pas assez, qui travaillent pas pendant les vacances. Il y a des copies à corriger et tout. Donc... Nous avons 4 voix autour de la table. En voilà déjà une qui défend les professeurs. Camille, je me tourne vers vous. Vous êtes la dernière à être sortie de l'école. Est-ce que les profs bossent assez, trop? Non, mais moi je suis d'accord et je trouve que la vraie question c'est le temps de travail, mais aussi comment il est réparti, avec quels moyens. Parce que c'est beau de demander de multiplier les tâches et de pas augmenter les salaires, de pas alléger la paperasse, mais pour moi c'est pas normal et ça va accentuer la crise d'attractivité d'un métier qui est déjà en pénurie. Moi dans mon école secondaire justement, dans laquelle je suis sortie il y a quand même un petit peu longtemps, ils sont en recherche permanente de professeurs. J'ai même failli poser ma candidature pour être prof de français. Ils recherchent et il en manque tout le temps. Donc on ne va pas encore plus les accuser de ne pas travailler alors que je suis d'accord. Camille, prof de français, les élèves, vous avez raté un truc, hein, ça je vous le promets. Je m'inquiète parce que le professeur Bouchella est en train de jouer avec 2 bics en même temps, ce qui témoigne d'une certaine forme de nervosité. Nous allons vous entendre dans un instant, professeur, mais d'abord, monsieur le juge, votre avis là-dessus? Mais si on voulait flanquer le boxon, eh bien, on n'aurait pas choisi autre chose. Parce qu'en réalité, la démarche, elle est quand même extraordinaire. C'est d'aller viser dans le corps enseignant, dont on connaît les difficultés, de créer des catégories différentes, on va faire des comparaisons. Et donc, clairement, si cet enseignement qui a besoin d'autre chose, eh bien... n'a pas d'autres dirigeants que des gens qui ne font qu'attiser les difficultés, parce que demain, quel l'imaginaire a pu conduire les experts, je suppose... Oui, parce que pour l'instant, le gouvernement n'a pas pris de décision, c'est important de le rappeler, c'est juste un rapport d'experts. Hein. Oui, mais ça, c'est un rapport d'experts, j'espère qu'ils n'ont pas été payés, parce que, alors, encore de l'argent perdu, on va quand même s'informer là-dessus. Travail, on a aussi, et on perd son temps, on consulte des experts, on ferait peut-être mieux de consulter les gens du terrain, qui seraient sans doute beaucoup plus à même d'expliquer les choses. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que l'on crée une ambiance qui soit digne de nos profs, et on en a un besoin fondamental, lorsque l'on va dire, un prof de gym, finalement, il pourrait peut-être travailler un peu plus avec ses muscles, mais enfin, ça, c'est un peu la méthode actuelle. Visés aussi. Je me permets de remontrer le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, les fameux bullshit jobs. S'il y a bien un job qui n'est pas du bullshit, c'est le métier d'enseignant. C'est une évidence, et je crois qu'il est assez honteux quand on voit les vrais sujets. On a parlé des CDI, qui posent un vrai problème, le double réseau d'enseignement, on ferait peut-être un jour bien de se poser la question. Là, on a des vrais débats, mais on ne crée pas la cisanie dans le corps professoral en créant ce genre de choses et discussions qui sont idiotes et qui, je l'espère, ne vont pas... Alors, le professeur, justement, il y en a un autour de la table. Merci. Il est l'heure pour vous, professeur Bouchella, de vous mouiller.
Nos profs travaillent-ils trop? Pas assez? Trop peu? Vous allez mettre le mot utile derrière ça. Mais non, ils travaillent du juste, ils travaillent énormément. Je veux bien que c'est le plus beau métier du monde, mais honnêtement, c'est pas un métier facile. Et donc moi, je propose que nos amis les politiciens, ils fassent prof une année complète avant de prendre des petites mesures et qu'ils fassent prof année complète avec le salaire qui va avec. Et vous rajoutez, il ferait moins les marioles. Exactement, Mais il ça ferait n'est pas moins un les cadeau marioles. pour les Parce élèves. que hein. être prof dans le secondaire ou dans le primaire, ça signifie, enfin dans le secondaire notamment, ça signifie aussi souvent en début de carrière se balader sur 2 ou 3 écoles, avoir des horaires pas faciles, avoir effectivement des classes où parfois les gens ne parlent pas français. Enfin, je dis, c'est un sacerdoce. Et en fait, ce système tient parce que nos profs sont dévoués. Ils sont dévoués à leur classe, à leurs enfants et à leur école. Et on devrait les remercier, en fait. Et vous allez prouver à quel point on a besoin de professeurs parce que c'est l'info de dernière minute et c'est surtout la science de dernière minute maintenant. Ah oui. Je vous ai pas menti, professeur, il nous reste 1 minute. Montre en main pour une petite expérience. Je promets de m'occuper du chien pendant ce temps-là. Oh, une cafetière. C'est la fameuse cafetière, c'est la fameuse Bialetti. Et la science va vous expliquer comment faire un bon café avec une Bialetti. Donc cette affaire fonctionne relativement bien. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. C'est en fait un réservoir d'eau. Vous mettez du café là-dedans et puis bien sûr vous le mettez sur le feu et le café va couler dans la partie supérieure. Eh bien, on a fait des études et on a montré qu'en vérité, ce n'est pas de la vapeur d'eau qui passe dans le filtre à café, mais c'est simplement de l'eau chaude. Et donc, vu que c'est de l'eau chaude qui en fait fait gonfler, si vous voulez, par la pression à l'intérieur du réservoir qui va pousser l'eau à travers le filtre, la science est formelle, il faut mettre de l'eau déjà chaude, de l'eau qui quasi bouillante à 80-90 degrés. De la sorte, vous diminuez le temps que la cafetière est sur le feu et vous diminuez le fait de chauffer le marc de café, de chauffer la galette, qui est ce qui va en fait extraire les amers du café. Et la science a démontré une deuxième chose, c'est qu'au moment où vous entendez le petit gargouillement, ils appellent ça l'effet ou le régime strombolien ou strombolie, eh bien il faut tout de suite retirer la cafetière du feu pour éviter justement l'extraction des derniers arômes qui sont les plus amers. Voilà, la science peut tout. Et la science vient de démontrer une dernière chose, Michael, c'est qu'une minute dure en réalité 90 secondes. Parce que la minute science, Retirez-lui le café. Comment vous trouvez vos idées? Moi, je comprends pas comment vous trouvez vos idées. Quoi. Merci professeur, merci monsieur le juge, merci Michael, merci Camille d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, rendez-vous avec Cyril Ferraud et Tout le monde veut prendre sa place, suivi de Secret d'Histoire. Nous on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Beau week-end.